Salut dur à cuire et j'espère que vous allez hyper bien. Moi, comme vous pouvez le voir, ça va hyper bien puisque je suis en fait aux portes de la vallée de l'Alay, donc dans le sud du Kyrgyzstan, pratiquement à la frontière avec l'Ouzbékistan. Puisque c'est là qu'a vécu, et même plus, c'est là qu'a régné notre héroïne du jour, Kurmanjan Datka. Bon, par contre, je m'excuse pour les conditions de tournage, je suis en plein trek, c'est pour ça d'ailleurs que je ne ressemble probablement à rien. Je suis avec une perche à selfie, mais je vais faire en sorte que cette vidéo soit regardable. Mais voilà, moi j'avais envie de marcher sur les pas de Kurmanjan Datka, la tsarine de l'Alay, comme elle était surnommée, et mais elle a vraiment régné sur ces terres en fait. Si ça se trouve, il y a 150 ans, elle est passée à cheval là, sur la colline qui est derrière moi. Et c'est vraiment un personnage que je ne connaissais pas avant de venir, mais je me suis vraiment enthousiasmée à son égard et j'espère vous partager mon enthousiasme. Donc écoutez, sans plus tarder, partons à la découverte de cette tsarine. Bon, vous étonnez pas s'il y a du passage derrière moi, hein. Il faut savoir qu'au Kyrgyzstan, les chevaux, c'est un peu comme les pigeons dans les rues de Paris, il y en a partout. Les premiers jours, j'étais émerveillée. Maintenant, j'avoue, j'y fais plus vraiment attention. Alors, Kurmanjan naît près de la ville de Osh, donc en 1811. Osh, c'est une des plus anciennes villes du Kyrgyzstan. C'est là où j'étais d'ailleurs avant de partir à faire mon trek. C'est une ville dans le sud du pays. Donc elle naît dans une famille de nomades, mais aisée, hein. C'est pas une princesse, mais on va dire que en termes européens, ça aurait été une bonne bourgeoise. Bon, alors petit contexte quand même, à l'époque, le Kyrgyzstan n'existe pas. Une grosse partie du pays moderne quand même fait partie de ce qu'on appelle du Khanat de Kokand. Il faut savoir que dans une région qu'on appelait le Turkestan, donc qui englobait le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et une grosse partie du Kyrgyzstan, il y avait 3 Khanats. Donc les Khanats, c'est, comme le nom l'indique, hein, un royaume, on peut dire, qui est gouverné par un Khan. Et donc 3 Khanats, on va dire, cohabitaient plus ou moins bien. Et donc du coup, le Kyrgyzstan faisait partie du Khanat de Kokand. Alors Kurmanjan, c'était vraiment une fan de caractère. Alors je sais que je le dis dans toutes mes vidéos, mais d'un côté, on ne marque pas l'histoire quand on a un caractère de papier peint. Le jour donc, de son mariage, un mariage arrangé, bien sûr, donc après la cérémonie, elle n'a pas voulu quitter la yurte de ses parents. Elle s'est mise à menacer, à crier, à faire le meilleur de ses scandales. Impossible de la faire partir pour qu'elle rejoigne son époux. Du coup, ses parents ont cédé et Kurmanjan n'a jamais rejoint son époux. Alors, dit comme ça, c'est pas particulièrement incroyable, et pourtant à l'époque, si. Je ne sais pas si vous le savez, mais le Kyrgyzstan, c'est la patrie de l'enlèvement quand même des jeunes mariés. Il y a une tradition très ancienne qui voulait que quand un homme voyait une jeune fille qui lui plaisait, il la kidnappait, souvent à cheval avec l'aide d'amis, il la ramenait chez elle, il l'épousait de force, et ni les parents de la jeune fille, ni la jeune fille ne pouvaient contester. Alors, cette pratique a été interdite par les Russes, et elle l'est toujours aujourd'hui. Malheureusement, selon les ONG locales de protection des femmes, on estime qu'encore aujourd'hui, 10 000 jeunes filles kirghizes se font encore enlever. Alors, parfois, c'est volontaire, hein, parce que c'était un moyen pour des jeunes couples de se marier sans l'accord parental, notamment si la famille du marié était pauvre, comme ça, il n'avait pas versé de dot. Mais soyons honnêtes, hein, dans la majorité des cas, c'était pas des enlèvements consentis. Donc voilà, dans cette patrie où il était normal d'enlever des jeunes filles, une jeune fille qui refuse de quitter la yurte familiale, c'était totalement inédit. Et Kurmanjan a eu raison d'attendre, hein. Elle a très bien compris l'adage « tout vient à point, à qui c'est attendre », puisque en 1832, elle va rencontrer l'homme de sa vie, le puissant seigneur de la vallée de l'Alay, justement, Alimbek. Un homme très très influent au sein du Khanat de Kokand. Kurmanjan, appuyé de son nouveau prétendant, va faire pression donc, pour être répudié par son mari de papier, hein, puisqu'ils n'ont jamais vécu ensemble. La répudiation va être faite. Kurmanjan va pouvoir épouser Alimbek. Et ça va être 30 ans, mais d'une union bénie des dieux. Enfin, béni du Dieu en l'occurrence, puisque forcément ils étaient musulmans. Kurmanjan va vraiment être l'alter ego de son époux. Elle va le conseiller, et surtout pendant ses longues absences, c'est elle qui va régner sur la vallée de l'Alay. Elle va vraiment se passionner pour cette mission. Elle va vraiment épouser la cause des Kirghizes de plein cœur. Je ne sais pas si ça se dit. Surtout que son mari avait beaucoup d'absences, parce que je vous ai dit, c'était un seigneur très influent à la cour de Kokand.
Tellement influent d'ailleurs qu'il va devenir un des plus proches ministres du jeune Khan qui est encore qu'un adolescent. Malheureusement, le bonheur a une fin et après 30 ans vraiment d'amour, en 1862, Alim Bek va mourir donc lors d'une révolution de palais au sein de la cour de Concorde. Bon, bah là, Kurmanjan, elle n'a pas le choix, elle n'a pas le temps de pleurer, elle doit stabiliser ses positions, elle doit défendre son fief. Hors de question que les hommes qui ont tué son mari prennent possession de l'Alaï. Donc elle va monter une armée, elle va armer ses hommes et elle va aller protéger la ville de Hoche. Et ça va tellement être efficace que le nouveau Khan donc de Kokand et même les Khans voisins vont reconnaître sa souveraineté et sa légitimité sur la vallée de l'Alaï et la considérer comme une seigneur à part entière. Et elle va même obtenir le titre de Datka. Alors, c'était dur de trouver une traduction, mais moi j'ai trouvé seigneur légitime. Enfin bref, un titre qui a très rarement été porté par une femme. Alors dans la région, il y a eu des femmes puissantes. On peut penser par exemple à la belle-fille de Gengis Khan, Sorga Tani, qui a été une grande régente, ou encore toujours en Mongolie, on peut penser à Organa Khatoun, qui elle a été pendant une courte période, mais qui a été quand même une Khan à part entière. Mais là, on parle quand même de figures du Moyen-Âge, au 19e siècle. Déjà, ça commençait un petit peu à se faire rare. Alors, il y a eu quelques femmes seigneurs, mais aucune n'a eu l'influence quand même de Kurmanjan. Et elle va se révéler être une habile politicienne. Elle va nouer des alliances, les défaire au besoin. Non, elle va vraiment peser dans le game, comme on dit. Malheureusement, cet équilibre va être bouleversé par l'arrivée d'une nouvelle puissance étrangère, à savoir les Russes. Oui, il faut savoir que les dirigeants du Turkestan, donc Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, ils n'étaient pas très ouverts sur le monde, ils étaient assez autocentrés. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas, de prime abord, considéré les Russes comme une grosse menace. Ils se sont dit, un nouveau Khanat arrive dans le jeu. Ils ont vraiment sous-estimé la puissance militaire russe et la modernité de l'armée. D'ailleurs, au début, Kurmanjan, elle va pas se méfier, elle non plus. Au contraire, elle va même chercher dans les Russes un allié pour justement s'allier contre les autres Khanats. Il va falloir attendre 1865 et la prise de la ville de Tashkent, donc qui est l'actuelle capitale de l'Ouzbékistan, par les Russes, pour que l'alarme quand même se mette à sonner et qu'on se rend compte que non, les Russes, c'est pas des joueurs comme les autres. Donc il va y avoir de la résistance, plusieurs seigneurs vont se rebeller. Au début, Kurmanjan va se rebeller. Mais en fait, il faut savoir que Kurmanjan, elle avait un amour viscéral pour son peuple. Elle s'identifiait vraiment à lui. Et très vite, elle n'était pas aveugle. Elle va se rendre compte que se battre contre les Russes, ça ne servait à rien. Leurs soldats étaient surentraînés. À part condamner à mort les jeunes hommes de son peuple, ça n'aurait mené à rien. Donc elle va s'allier avec les Russes, enfin s'allier. Elle va reconnaître leur autorité dans la région et en échange, ces derniers vont la maintenir en place et reconnaître sa souveraineté sur la vallée de l'Alaï. Donc c'est une sorte d'alliance mutuelle. La vallée de l'Alaï prospère, garde son autonomie et en même temps les Russes ont une alliée. En plus Kurmanjan, vous savez, elle est très influente comme dans la région, donc c'est vrai qu'elle a tempéré, on va dire, les ardeurs de certains seigneurs en ouvrant les yeux. Alors certains ont vu de la lâcheté, moi je pense pas, c'est juste qu'elle était pragmatique. Vous savez, dans les livres d'histoire, on voit cette image-là de la cavalerie polonaise en 1939, je crois, qui se jette sur les blindés allemands. Voilà, c'était ça en fait, résister contre les Russes. Alors, bien sûr, il va y avoir des poches de résistance qui vont se maintenir. Et malheureusement, les propres fils de Kurmanjan, 2 de ses fils, vont être arrêtés pour contrebande et rébellion. Elle aurait pu les sauver. Elle avait le réseau, elle avait l'influence. Elle ne va pas le faire. Et ils vont être exécutés devant ses yeux. C'est pas que c'était une mère indigne, au contraire, elle adorait ses enfants. Mais je vous ai dit, elle adorait son peuple. Pour elle, l'enfant d'un prince, enfin l'enfant d'un seigneur, valait autant que l'enfant d'un forgeron ou d'un fabricant de fromage, quoi. Et donc elle s'est dit que si elle sauvait ses enfants, les Russes allaient se venger sur la population. Donc non, c'était pas... ça aurait été contre son devoir de seigneur. Autant dire que du coup, sa réputation, qui était déjà excellente, va en ressortir renforcée. Elle va vraiment avoir une réputation
d'intégrité et de probité. Et c'est là qu'elle va vraiment gagner son surnom de Tsarine de Lalaï. Et les gens vont être touchés par son sacrifice et l'écouter encore plus. Et du coup, elle va régner jusqu'à un âge très très avancé, hein, jusqu'à, me semble-t-il, au moins 1905. Ensuite, elle va prendre sa retraite au profit de ses enfants. Il lui restait heureusement un certain nombre d'enfants. Et là, je vais essayer de mettre à l'écran une photo de 1906 qui a été prise 6 mois avant la mort de Kurmanjan. C'est pas courant quand même qu'on ait des photos d'aussi bonne qualité de grands personnages historiques quand même du milieu du 19e. Enfin, si, on a des princes européens, mais dans cette région du monde, là, c'est assez rare. Et donc aujourd'hui, Kurmanjan, c'est vraiment une figure qui n'a pas été oubliée au Kirghizistan. Au contraire, elle est très aimée. En 2014, il y a eu un énorme film à haut budget sur sa vie qui a beaucoup fonctionné. Et c'est aussi elle qui orne les billets de 50 sommes locales. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est Kurmanjan qu'on voit sur le billet. J'ai galéré à trouver un billet de 50 sommes quand même, mais je voulais absolument vous montrer dans la vidéo. Malheureusement pour les Kirghizes, la domination russe va se maintenir jusqu'à la fin de l'URSS en 91. Hein. En 24, ils vont créer l'oblast kirghize, qui a quand même façonné le Kirghizistan moderne, et en 1926, la République socialiste kirghize. D'ailleurs, fun fact, je voulais vous le dire, mais le Kirghizistan a été le seul pays d'Asie centrale qui a eu une femme présidente, alors pas pendant longtemps, hein, et c'était entre deux régimes, donc c'était une présidente transitoire entre 2010 et 2011, donc qui s'appelait Rosa Isakovna Otunbayeva. Donc voilà, et fun fact, deuxième fun fact, c'est qu'en fait cette présidente, elle venait de la ville d'Osh, donc comme Kurmanjan. Voilà, j'ai trouvé ça marrant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Excusez-moi encore une fois du contexte. C'est vrai que c'est une vidéo un petit peu roots. Mais ouais, j'espère vous avoir fait découvrir Kurmanjan. Alors moi, je ne quitte pas tout de suite l'Asie centrale. Je vais rester un certain temps. Donc du coup, je vais essayer de vous parler d'autres grandes dames de cette région très très méconnue. D'ailleurs, allez, ça fait déjà maintenant 2 semaines que je suis au Kirghizistan. J'avoue, quand j'ai dit aux gens que je venais ici, tout de suite, la réaction, ça a été « mais t'as pas peur ?» Dès que ça finit en stan, c'est simple, ça fait peur. Hein. Les gens pensent à l'Afghanistan. Mais pour être honnête avec vous, j'ai beaucoup voyagé et franchement, pas une seule fois, je me suis sentie menacée ici. C'est un pays hyper sécuritaire, les gens sont adorables, la nature est trop belle. Bon, là, je suis dans un camp de yurts, on est quand même assez descendu, mais il y a des montagnes partout. Vraiment, c'est hyper safe. Je suis sûre que si j'oublie mon sac à main dans une rue à Bishkek, si je reviens 15 minutes plus tard, le sac à main est toujours là. On sait très bien qu'à Paris, ça ne se passerait pas comme ça. Donc non, il ne faut pas avoir peur de l'Asie centrale. Au contraire, c'est une des dernières régions aujourd'hui préservées du tourisme de masse. Là, je peux vous dire, des Européens, il n'y en a presque pas. Hein. Là, à Auch, j'ai peut-être vu 2 Européens... Franchement, si vous voulez de l'aventure, si vous voulez sortir un petit peu de la terre battue, venez en Asie centrale, Kirghizistan, Ouzbékistan, ça se développe un peu plus, Tadjikistan aussi, je crois que c'est pas mal. Et voilà, donc c'était la petite minute promo. Promis, je ne suis pas sponsorisée par le gouvernement du Kirghizistan. Mais ouais, non, c'est vraiment un super pays et écoutez, hein, à mettre peut-être un jour sur votre bucket list. Donc écoutez, sur ce, à très bientôt pour découvrir d'autres badass. Salut!